Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission en direct sur Twitch, comme vous avez l'habitude. Étant donné que la semaine dernière, nous avons eu des petits problèmes de son, n'hésitez pas à nous dire rapidement si tout va bien, si on entend bien tout le monde à la même hauteur. On va revenir naturellement sur le match qui a eu lieu donc dimanche dernier, la réception de Strasbourg. On va aussi revenir sur les différentes actualités des deux clubs qui ont surgi donc ces derniers jours. Pour m'accompagner lors de ces émissions, lors de cette émission plutôt, j'accueille Romain alias Chouchou sur Twitter. Salut Romain, comment ça va? Salut, Salut, ça va ça et va et toi? toi? Écoute, ça va, ça va, ça va. De retour, on va dire que tu fais ta rentrée un peu dans les émissions, si je dis pas de bêtises, Romain. Exactement. La Il me semble reprise. que c'est même, ouais, c'est vraiment la reprise. Ouais, c'est la première. C'est la reprise. Attention au claquage sur la première accélération, Romain, je t'aurais prévenu. Il fait aussi sa première dans l'émission ce soir. Vous l'avez déjà écouté à quelques reprises sur le podcast Avantinissa. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Pancho, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. On a pas mal de choses dont il faut discuter ce soir, donc ça va être très sympa. Et l'émission ne serait plus la même s'il n'y avait pas eu de supporters de l'équipe adverse. J'ai le plaisir d'accueillir donc Cyril, supporter, donc tu m'as dit, du Racing et encarté depuis plus de 10 ans. C'est ça que je dois dire, Cyril? Alors attends. Ouais, c'est ça. Premier abonnement CFA2. Donc, voilà, quand le Racing avait besoin, on s'abonnait. En Alsace, à Strasbourg, on est tous piqués du club. C'est le plus club de l'Est, bien. Donc, forcément, on est là pour présenter ça. Alors, je crois qu'en termes de son, Cyril, enfin, on t'entend pas très très bien. Je sais pas si Jérémy et Romain vous confirmez. Ouais, on me Ah, confirme que la connexion en Alsace est difficile. Alors, vous avez un magnifique public, vous avez une très belle équipe de football, mais apparemment, la, ouais. la connexion réseau est bof, hein, Cyril. Là, moi, je t'entends bien. Ça va mieux là? Alors, de mon côté, il y a un petit décalage. Je sais pas si vous aussi. Enfin, bref. Apparemment, ouais, pas de connexion en Alsace. Ah ouais, c'est Ouais, clair et je net. suis pas Strasbourg, c'est pour ça. Bon, on va faire au Je mieux. suis pas Euh, Strasbourg même, je suis dans un village reculé. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, tout s'explique. Messieurs, on attaque d'emblée par, on va dire, une petite revue mercato, rumeur autour de l'OGC Nice. Ou alors, on va peut-être attaquer par la conférence de presse. Tiens, on va peut-être commencer par le plus frais. Sur un élément, je pense, qui a agité bon nombre de nos supporters, de notre communauté d'OGC Nice, c'est la question au sujet des objectifs fixé par Ineos et par l'OGC Nice à Lucien Favre. À la question où voyez-vous Nice en Europe, quels sont les objectifs fixés, Lucien Favre a répondu parce qu'il a répondu ça. Les objectifs ne sont pas fixés ou ne sont pas clairs. Donc c'est vrai que sur le coup, au vu de la déclaration qu'il avait pu faire lors de sa conférence de presse de retour, il y a un décalage. Donc toi, Jérémy, par rapport à ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que la période de mercato cause un peu cette déclaration? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la déclaration, je pense un petit peu comme tout le monde, elle m'inquiète, justement, comme tu l'as dit, parce qu'en début d'été, quand il est arrivé, il avait l'air très très ambitieux. Il a parlé du top 3 voire mieux. Et là, c'est vrai que bon, il arrive, il a l'air un petit peu plus, comment dire, en dedans, un petit peu moins optimiste. Et c'est vrai que la phrase et les objectifs ne sont pas clairs. C'est pour moi clairement un coup de pression vis-à-vis du mercato. Bon, il y a eu une première, comment dire, une première, pas mal d'arrivées là, on va dire, avec les BKBK, Vitier, Ramsey, Schmeichel, tous ces joueurs-là. Mais je pense qu'ils s'attendaient quand même, notamment offensivement, à avoir des joueurs un peu plus rapidement. Et que bon, là, vu que c'est la fin du mercato, il met un petit coup de pression pour que ça aille plus vite. Mais bon, pour moi, c'est vrai que cette remarque m'inquiète un petit peu, parce que je me dis s'il est déjà agacé maintenant, qu'est-ce que ça va être si les recrues n'arrivent pas et que c'est pas forcément sur les joueurs qu'il veut,
ou si ça se passe pas comme il veut forcément. Bon, on verra, mais bon, ça me rend pas très très optimiste cette déclaration, quoi. Ton avis, Romain, par rapport à cette déclaration qui contraste un peu avec celle de Dante qui a pour objectif, du moins en tant que capitaine, de faire rayonner l'OGC Nice sur la scène européenne au travers de ce barrage-là. Donc, est-ce que c'est un coup de pression? Enfin, quelle est ton analyse par rapport à ça? Non, clairement, je pense que c'est un coup de pression. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que, bon, après, c'est sorti un peu dans la presse, je crois que c'était sorti. Mais quand Favre est arrivé, il a quand même dégagé tous les noms qu'avait sélectionné la cellule de recrutement. Donc, en sachant quand même tout le remaniement qu'il y a eu au sein même du club, que ça soit au niveau du directeur sportif, etc. Donc, il y a eu une mise en place, on va dire, un peu à la va-vite quand même. Hmm. Et donc, forcément, le mercato, ben, on sait que il va se prolonger dans le temps. Et qu'il tienne cette déclaration, c'est bien, parce que lui, il a des objectifs personnels et puis bon, pour l'équipe aussi. Donc au moins, ça annonce que bah, voilà, lui, il compte faire du bon boulot, il est là pour ça, et il faut que ça se bouge. Mais par contre, dans un sens, je me dis, ouais, garçon, tu as quand même viré toutes les pistes qu'on a pu avoir, que la cellule, pendant un an, a bossé sur plein de pistes, et lui a tout invalidé. Donc, ok. Mais après, il ne faut pas s'étonner si on a des joueurs qui arrivent que en fin de mercato. Et en plus, on voit quand même que les cibles qui sont présentes dans la presse, etc., c'est quand même d'un autre calibre que ce qu'on a pu voir les années précédentes. Et là, à l'heure actuelle où on se parle, on joue que le championnat de France, que la Ligue 1. Donc, pour attirer des grands Hmm. noms, bah, désolé, mais ça ne fait pas rêver. Déjà, on sait que la Conference League, même si, bon, moi j'espère qu'ils vont la jouer à fond, mais peut-être que pour un joueur, ça ne fait pas forcément rêver non plus ces phases de poule où bah, on va devoir jouer dans des pays un peu exotiques. Et on sait que cette compétition va prendre tout son charme, on va dire, pendant la phase à élimination directe. Donc, en prenant en compte tous ces paramètres, c'est normal aussi que le mercato, les joueurs, bah, ils se disent, bon, bah, nous, peut-être qu'on a quelque chose d'autre à Hmm. jouer dans un autre club et quelque chose de plus intéressant. Donc, coup de pression, tant mieux, parce qu'au moins, peut-être que ça va un peu fluidifier quelques arrivées. Mais par contre, qu'ils le balancent comme ça dans la presse, ça me dérange un peu parce que bah, si ça prend du temps, lui, là, certes, il a son idée, mais il a tout invalidé à côté. Donc bon, Alors, bah, fallait s'y attendre, quoi. je vais faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il ne faudrait pas lui faire confiance? Je m'explique. Il a revu tous les matchs de l'OGC Nice. On sait que c'est un technicien, que on va dire un grand connaisseur du football. Euh, de manière très brute, on pourrait dire, ouais, il a dégagé toutes les pistes sur lesquelles Fournier et la cellule de recrutement avaient bossé. Mais derrière, tu vois, par exemple, il prend un Viti à la place d'un Zagadou. Peut-être que lorsque Viti sera lancé, on se dira, ah ouais, on comprend pourquoi il a. Tu vois, enfin, pour l'instant, on n'a pas de retombée vraiment saisissable sur les choix de Favre. Si, peut-être Ilié, à la limite, qui, je pense, commence à mettre un peu d'accord Mmh. de par ses prestations. Mais moi, je pense, et c'est une réalité, que la future et la probable qualification européenne, du moins espérée, est un facteur essentiel aussi à la dernière quinzaine C'est sûr. d'août, qui va être déterminante pour la venue de certains joueurs. Je prends un mec comme Belotti, par exemple. Si la Roma n'arrive pas à vendre ses joueurs qui sont en vente à l'heure actuelle, si tu dis à Belotti que voilà, il y a la Conference League et puis qu'il a la possibilité de vivre une épopée peut-être comme l'avait fait la Roma, parce que on crache un peu sur la C4, mais regardez un peu la joie de Mourinho lorsqu'il gagne la C4 avec la Roma. Regardez la joie du peuple romain lorsqu'il gagne la... Enfin, je veux dire, c'est du business, Ah, mais etc. c'est Tu vois, sûr. ça reste quand même, Mmh. quelque chose de fort. Enfin, Ah non, non, mais c'est certain. Après, voilà, moi, après, je lui fais confiance à Favre, hein, parce que, bon, il a fait un excellent taf quand il était chez nous. Dans tous les clubs où il est passé, il a fait un excellent taf. Je pense qu'il a l'expérience nécessaire pour amener justement les joueurs qu'il lui faut pour son style de jeu qu'il souhaite voir à Nice, etc.
Mais maintenant, le coup de pression, oui et non. Je suis d'accord, oui et non, quoi. Voilà, c'est la façon dont tout s'est enchaîné depuis maintenant le mois de juin. On ne pouvait pas s'attendre à avoir un mercato bouclé début août, quoi. Donc là, malheureusement, il faudra attendre jusqu'au dernier jour. Et ouais, c'est chiant parce que tu as Marseille qui se profile, tu as Monaco. Et moi, ça me saoule, quoi. J'ai pas envie que ces deux matchs-là, on passe à travers. Et puis la Coupe d'Europe, quoi. Voilà. Donc, tu as quand même pas mal d'échéances à court terme là, qui vont arriver très vite. Et malheureusement, ouais, t'as pas ton 11. Mais maintenant, oui, comme je pense tous les supporters, on lui fait confiance. Et puis, on est obligé, sinon on va tomber dans un mauvais move. Donc, on doit lui Après, faire confiance. pour rappeler de très très bons souvenirs aux supporters niçois lors de la saison 2016-2017, on a joué Marseille fin août ou début septembre. On les joue le 28. Voilà. L'histoire est en marche, si je puis, si je puis dire ainsi. Ouais, mais seulement Ballot, il avait signé Balotelli et Belanda, ils avaient signé, je crois, le 31 août. Enfin, à la fin du mercato. Donc, et nous, Marseille, on les avait joués début septembre, donc on avait déjà notre 11. Et là, si notre 11 il se finalise le 31 août, ça me mettrait les boules de ne pas avoir une équipe compétitive contre Marseille parce que voilà, j'ai envie de les taper à la maison et ça me ferait chier. Ouais, je comprends. Cyril, je me tourne vers toi, toi qui es supporter strasbourgeois. Quelle perception tu as justement de ce recrutement pour l'instant à l'OGC Nice aujourd'hui 17 août? Alors déjà, est-ce que ma connexion fonctionne un peu mieux? C'est impeccable de mon Parfait. côté. On a retrouvé, c'est les orages à Strasbourg. Alors moi, personnellement, pour le mercato niçois, sachant qu'à Strasbourg, il ne se passe pas grand-chose, on est un petit peu obligé de regarder les autres clubs et l'emballement des autres clubs. Parce qu'à Strasbourg, hormis le cas Ajorc et le cas Djikou, comme on en parlait un petit peu en off, qui bloquent un petit peu le mercato strasbourgeois, on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Et j'étais vraiment super hypé par la venue de Kasper Schmeichel en Ligue 1, par la venue d'Aaron Ramsey. Rares Ilié, je ne sais pas si je le prononce bien, je le connaissais absolument pas, mais j'ai regardé un petit peu le match contre Toulouse et il nous a fait aussi beaucoup de mal. Donc du coup, je trouve que ça peut être une super recrue. Maintenant, il y a des noms comme Cavani, on a entendu donc Slimani ou pas. Bon, je trouve que voilà, il y a au moins des noms qui bougent du côté de Nice. Et on sent qu'il y a un projet solide. On sent que Ineos a les moyens et on sent qu'il y a vraiment l'envie de bien faire. Moi, je pense aussi que le retour de Favre, ça va changer parce que c'est un coach que, quand on sait que Favre est suisse et quand on voulait passer à autre chose, avant d'avoir Stéphane, on voulait passer à autre chose pour Loré, on se prenait à rêver à Strasbourg d'avoir Favre parce qu'il est suisse et qu'il voulait rester proche de chez lui. Puis moi, je trouve que Favre est un excellent coach. Donc maintenant, il faut juste attendre que la mayonnaise prenne entre tous ces joueurs. Ces joueurs d'expérience comme Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey, qui étaient peut-être, alors pas forcément Kasper Schmeichel, mais Aaron Ramsey qui était en manque de temps de jeu, qui va retrouver. Et puis, on voit qu'il fait des bonnes prestats sur les 2 premiers matchs. Je n'ai pas trop regardé les matchs amicaux de Nice, mais voilà. Maintenant, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous avez à la fois des joueurs d'expérience qui peuvent encadrer des jeunes prometteurs. Et c'est si la mayonnaise prend, avec la patte Lucien Favre, vous allez pouvoir faire très très mal en Ligue 1. Et allez, je me lance, concurrencer le PSG, finir deuxième. Voilà, là, il fait tout chaud d'un coup là. Non, mais effectivement, c'était on va dire l'objectif du recrutement lorsque tu prends des mecs comme Schmeichel, comme Ramsey, ce type de joueur, c'est censé justement trouver un équilibre aussi par rapport aux forces en présence et c'est dans cette optique-là aussi qu'on les a recrutés. Tu parlais de Cavani, donc aux dernières nouvelles de ce que Santi a relayé sur Twitter, il aurait émis le souhait de rejoindre Villarreal avec un salaire apparemment très important, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il était à Manchester United, il gagnait quelque chose comme 10 millions annuels. Donc on est sur des salaires qui, même pour Nice, je veux dire, on pourrait les encaisser à l'heure actuelle avec Ineos, mais qui ne rentrent pas dans le fair play financier. Et là, je me tourne vers toi. Sur Canal Plus Sport, ouais. Voilà. Donc, mais par contre, hier, on a quand même eu des informations au sujet du mercato de l'OGC Nice. La première information, c'est Nicolas Pepe qui aurait été approché
Voilà, le joueur est OK pour rejoindre le club. Le représentant du joueur était présent à l'Alliance pour le match de dimanche, le Nice-Strasbourg. Ce serait sur la base d'un prêt. Jérémy, je me tourne vers toi. Toi, Pépé, est-ce que la piste, elle est validée ou pas? Alors, ce serait plutôt un oui, mais après, c'est pas, je suis pas non plus hypé plus que ça. Parce que, alors, moi, je suis pas un grand fan des prêts, déjà. C'est pas, je n'aime pas trop ça. Parce que pour moi, si le joueur reste un an et que, par exemple, il fait une très bonne saison, Arsenal va vouloir Saliba. qu'il revienne. Voilà. Et du coup, moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas trop dans ce que j'aimerais que le club fasse, d'avoir un joueur un an et puis qu'il parte. Je vois pas trop l'intérêt. Et après, c'est vrai qu'il sort quand même de saison compliquée chez Arsenal. Il n'a pas beaucoup joué. Donc, je ne sais pas trop le niveau qu'il a actuellement. Après, c'est sûr que, bien sûr, s'il a le même niveau que ce qu'il avait fait à Lille, ce serait exceptionnel. Mais voilà, moi, ce serait plutôt un oui. Et surtout dans le profil, on aurait vraiment besoin d'un joueur percutant comme ça, parce que je pense qu'on y viendra après. C'est vrai que dans l'effectif actuellement, on en manque cruellement et on l'a vu lors des 2 premiers matchs. Mais oui, ce serait plutôt une bonne recrue, mais voilà, je m'enflamme pas plus que ça sur ce joueur. Je suis plutôt Donc, d'accord avec. ouais. Pardon, excuse-moi. Non, non, Je suis plutôt donc, d'accord ouais, avec ouais. l'analyse. OK sur le profil, mais plus, toi, c'est plus voilà, un point d'interrogation sur la modalité contractuelle du deal s'il se fait. Ouais, son état de forme et voilà, si c'est un prêt, j'espère au moins peut-être avec une option d'achat. Mais voilà, comme j'ai dit, j'imagine que s'il fait une très bonne année, Arsenal va vouloir qu'il revienne. Donc c'est pour ça, ce sera un petit peu dommage. Cyril, ton avis Ouais, sur. je disais, je suis plutôt d'accord sur l'analyse par rapport au prêt, parce qu'en fait, ça fait que déplacer un problème. C'est-à-dire qu'on a le joueur pour une saison. Effectivement, s'il y a une option d'achat, bah derrière, ça permet de renégocier. Nous, à Strasbourg, on a le cas avec le latéral droit. L'année dernière, on avait Gilbert qui était Hmm. prêté sans option d'achat par Aston Villa. Pour la petite information, aujourd'hui, Frédéric Gilbert ne joue absolument plus avec Aston Villa. Il s'entraîne avec les U23. Il n'apparaît même plus dans le groupe. On n'a pas fait l'effort pour aller le chercher, pour aller le rechercher, alors que lui, il aime Strasbourg, il a fait des super performances. On se retrouve avec Colin Dagba, qui est prêté sans option d'achat, qui n'a pas joué une seule minute pour l'instant depuis qu'il est arrivé, donc fin juillet, mi-juillet. On a Ronald Pierre-Gabriel, qui est prêté, lui, avec option d'achat par Mayence. Il sort d'une très bonne saison avec Brest, mais pour l'instant, il n'a pas fait de préparation, donc pareil, il n'a pas joué contre Nice. On espère le récupérer contre Reims ce dimanche. Et à chaque fois, j'ai l'impression effectivement que les prêts, ça ne fait que déplacer un problème. On a résolu le problème pour un an et l'année prochaine, on est reparti sur ce système de qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Et dans le cadre de Nice, qui a avec Ineos une possibilité d'acheter des joueurs, ce serait bien de relancer Pépé, hein, qui connaît la Ligue 1. Maintenant, si c'est un prêt sans option d'achat, sachant qu'en plus les Anglais, ils n'aiment pas trop, d'après ce que je sais, les prêts avec option d'achat. En tout cas, c'est ce qu'on a vécu avec Gilbert. S'il fait une très bonne saison, Arsenal va vouloir faire jurisprudence Saliba, comme tu le disais, Pancho. Sachant que, avant de te donner la parole, Romain, depuis l'arrivée d'Ineos, le prêt avec option d'achat, on l'a vu et revu, hein. Adam Ounas, Ronny Lopez, René Adelaide, et au final, le seul joueur sur lequel ça a vraiment pris, c'est JC Todibo, où l'option d'achat a été sautée et il est resté pour devenir le joueur qu'il est à l'heure actuelle. Romain, quel est ton avis là-dessus sur Nicolas Pepe? Non, moi je pense que ce serait une excellente pioche parce que le joueur, moi j'aime beaucoup. Les peu de fois où je l'ai vu, bon, l'année dernière, c'est vrai qu'il n'a pas trop joué à Arsenal, mais il y a 2 ans, moi je le trouvais pas mauvais à Arsenal, même si depuis qu'il y est, hein, ça n'a jamais été un titulaire en puissance. Mais après, clairement, c'est le profil qui nous manque. Et après, cette histoire de prêt avec option d'achat, aujourd'hui, oui, il y a la vision où on fait ce prêt, mais bon, si derrière on lève pas l'option d'achat, c'est reculé pour peut-être mieux sauter ou peut-être pas. Mais il y a aussi une autre vision, c'est que un prêt aujourd'hui, bah, comme on l'a vu pour le fair play financier, ça rentre pas dans le compte. Enfin, en tout cas, ça rentre que de façon minime. Et après, on peut balancer. On a une puissance financière un peu plus grosse pour peut-être l'attaquant ou des latéraux, etc. Donc ça peut être bien aussi. Après,
c'est vrai qu'on n'a levé aucune option d'achat, mais quel joueur méritait qu'on lève aussi l'option d'achat, quoi. Donc, Par et Bulka. heureusement qu'on a fait des prêts avec option d'achat parce que si tu te retrouves avec un Ronny Lopez sur les bras, avec son salaire et en plus en ayant payé 15 millions d'euros, enfin, tu vois, on aurait crié encore au scandale par rapport à ce qu'il nous a fait Fournier, quoi. Donc, dans un sens, c'est une prise de risque minime, un avantage pour le fair play financier et pouvoir se consacrer sur d'autres postes et mettre peut-être un peu plus. Enfin voilà, il y a aussi du positif, quoi. Enfin moi en tout cas je vois du positif et le profil PP, clairement c'est ce qui nous manque et s'il arrive à retrouver son niveau de Lille, bah, c'est tout bénef, hein. Il y a Flo qui nous indique que lors de la saison 2020-2021, Pépé sort une saison à 16 buts et 5 passes D, toutes compétitions confondues. Donc c'est plus qu'honorable pour un joueur, on va dire, Ouais, voilà, c'est. qui est jugé en Mm. difficulté, qui a dû aussi encaisser un gros transfert aussi, hein. Lorsque tu es recruté en Angleterre pour 80 millions, c'est quand même pas rien. Et Nono aussi qui nous dit qu'en plus de Bulka, en plus de Todibo par contre, pardon, il y a aussi Marcin Bulka qui a eu l'option d'achat qui a été levée. Donc on est plutôt unanime sur Nicolas Pepe. Après, à voir aussi voilà, la modalité contractuelle. Mais effectivement, vous avez souligné pour moi un élément qui est essentiel, c'est le profil du joueur qu'on n'a pas, qu'on n'a plus dans l'effectif. Un joueur qui va jouer la percussion, qui va vite, qui est à l'aise devant le but, qui peut aussi jouer un peu plus axial. Il l'a fait à Lille. Donc affaire à suivre en tout cas, on espère que ça sera décanté assez rapidement. On a parlé également de notre joueur, je pense que beaucoup l'ont découvert hier soir. Il s'agit de Ben Brereton Diaz, international chilien de 23 ans qui joue du côté de Blackburn en Championship. 14 sélections pour 4 buts marqués en sélection chilienne, auteur d'une saison à 22 buts en 37 matchs de Championship l'année dernière. Il a bien attaqué aussi cette saison-là, puisqu'il a 3 matchs de but, je crois, de mémoire. C'est un attaquant qui fait 1m83, qui est rapide, qui prend la profondeur. Et là, je dis quelque chose, je pense, qui est assez important, qui prend la profondeur. Jérémy, je te vois sourire. Je... Qu'est-ce que tu en penses de cette piste? Le joueur, je ne le connais pas du tout, hein. Mais c'est vrai que bon, déjà en termes de statistiques, c'est quand même pas mal, même si c'est la Championship, il a quand même de belles stats. Donc je pense que le joueur c'est un bon joueur. Après, voilà, je crois qu'il connaît que la Championship, il me semble. Donc à voir s'il a un temps d'adaptation, enfin si on le signe, hein, du coup, mais s'il a un temps d'adaptation qui est plus ou moins long quand il arrive chez nous. Donc voilà, pourquoi pas. Après, ça dépendra aussi des autres, comment dire, des autres pistes qu'on a à ces postes-là. Mais comment dire, ce joueur-là, cette piste-là me semble pas mal en tout cas, de belles stats. J'ai lu qu'il était polyvalent aussi, il me semble, Hmm, donc ça peut être tout à bien. fait. Et bon, comme tu le dis, qui joue la profondeur, c'est bon, comme on disait pour Nicolas Pepe, où c'est un profil qui nous manque. Là aussi, c'est un type d'attaquant, un joueur offensif qui nous manque. Donc pourquoi pas aussi. Mais à voir, on verra mais si ça se fait. En tout cas, s'il vient, bienvenue à lui. Et sinon, bah, tant pis. Sachant que j'ai oublié de préciser aussi, c'est un joueur qui est estimé à environ 16 millions d'euros. Ça parlait d'une offre à 10 millions d'euros. C'est vrai que Moody a fait marcher, on va dire, son réseau en Angleterre pour peut-être finaliser un deal. On a vu que également Everton était dessus. Est-ce qu'on va se prendre une nouvelle clim lors de ce mercato? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ne serait-ce que par rapport au profil, moi, je trouve que pour un numéro 9, on se rapproche véritablement de ce qu'il faut. Pour moi, c'est mieux que Cavani, c'est mieux que Slimani. En même temps, c'est pas compliqué, mais c'est mieux qu'on a parlé de qui d'autre aussi au poste de numéro 9, je ne sais plus. Belotti. Bellotti, même Bellotti en fait, hein, même si pour l'instant c'est toujours en cours. On est plus dans ce registre d'attaquants complémentaires au profil de l'or. Ton avis, Romain, par rapport à cette rumeur Dias? Bah moi, pour suivre tous les matchs de Championship, non, je plaisante. Non, mais J'allais je dire, connais. j'allais dire, putain, pas mal. Non, non. Non, 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 franchement, non, je le connais pas, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu le profil du joueur, ouais, clairement, c'est ce qu'il nous faut. Quelqu'un qui prend la profondeur, voilà, tu as tout dit, hein. Déjà, rien qu'on nous dit ça, on est hype par rapport au joueur, quoi. Mais non,
Non, en plus, la Championship, c'est un championnat où, mine de rien, claquer 22 pions, c'est pas rien, quoi. C'est quand même un championnat qui a la réputation d'être assez rugueux et tout. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Après, vraiment, ce joueur, je le connais pas. Mais voilà, sud-américain et tout. Moi, moi, je valide, quoi. Cyril, tu connais le joueur ou pas? Enfin, est-ce que tu en as déjà entendu? Absolument pas. Par Absolument contre, pas. j'ai une proposition. Si vous avez 15 millions à dépenser sur un profil d'attaquant atypique, on a toujours Ludovic Ajorc, hein. Alors, Il figure-toi que prend pas si... la profondeur, par contre. Ouais, Il alors, prend pas trop. Et figure-toi que voilà. si on jouait à deux attaquants, le Ajorc Delors, je pense que beaucoup auraient signé, hein, mais ça Mais aurait... ouais, non, blague à part, je connais pas du tout le joueur. Alors les stats, j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission quelles étaient ses stats et tout, et j'ai vu que vous étiez dessus. La Championship, effectivement, je l'ai vu dans le chat, que c'est un championnat assez sous-coté et que c'est peut-être. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes de bas de tableau de Ligue 1 qui feraient pas le figure en Championship. Donc, du coup, s'il sort d'une très grosse saison et qu'il a déjà marqué 2 buts en 3 matchs, ça peut être intéressant. Maintenant, je crois que c'est Jérémy qui le disait, il va falloir voir l'adaptation, quoi. Chilien, adaptation en Ligue 1. Alors, s'il va vite, etc., la Ligue 1 est quand même un championnat assez rugueux, quoi. Alors, il y a Nono qui nous précise quelque chose que j'ai vu aussi. En fait, il est international chilien, mais il a fait les sélections jeunes en Angleterre. Donc, je suppose que ça fait quand même un certain temps qu'il est en Angleterre. Bon, Ouais. en termes d'adaptation, peut-être que c'est moins compliqué pour un joueur qui vient d'Angleterre, qui est présent depuis plusieurs années en Angleterre, que un joueur qui vient de Chili ou de notre pays en Amérique du Sud. Non, clairement, après, voilà, c'est une piste à creuser. C'est sûr que sur le papier, quand on entend des noms comme Cavani ou comme on a pu l'entendre à l'époque, vous aviez recruté, on en parlait Balotelli ou des trucs comme ça, c'est pas forcément le nom le plus clinquant, mais parfois, c'est pas forcément les noms les plus clinquants qui font les meilleures performances. Donc, du coup, faut pas toujours s'attendre C'est très très juste ce que tu viens de dire. On va capturer cette capsule-là parce que vraiment, bon, après c'est, je pense, la volonté des uns et des autres par rapport au mercato de l'OGC Nice, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que le type, Ah oui. il est tel ou tel renommé tant qu'il est bon et qui fait le taf. Moi en tout cas, ce Puis s'il Jazz, est jeune, la renommée, il la prendra par la suite, hein. c'est ça, c'est ça. En plus de ça, enfin, je veux dire, tu construis une équipe aussi sur des joueurs méconnus que tu fais grandir. Je veux dire qu'Efren Thuram, il y a quelques années, on le connaissait de par son nom forcément, mais il a su se développer aussi chez nous. Ilie, ça va être pareil. Todibo, il s'est clairement relancé chez nous, mais il n'avait jamais fait de saison complète. Et j'en passe, et j'en passe. Du côté Euh, de Strasbourg, on a des exemples comme ça. Je me permets, on a Vas-y, Simakan qu'on a récupéré à tout à fait. l'Olympique de Marseille quand il était très jeune. On l'a rendu 15 millions. Youssouf Fofana qui est à Monaco, bon, il a pris un rouge ce week-end, mais au milieu de terrain, c'était peut-être un de nos plus forts potentiels, 15 millions. Là, on a Ismaël Doucouré qu'on est allé chercher à Valenciennes. C'est pas des grands. De toute façon, à Strasbourg, on peut pas se permettre de se prendre des grands noms. Donc, on fait du trading. On est dans une objectif de trading pour l'instant. Donc, Ismaël ça Doucouré marche. qui était également sur les tablettes de l'OGC Nice, hein, il me semble passer un moment, qui a fait les JO avec l'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises, 2021. Les superbes JO de l'équipe de France, ouais. Ouais. Passons. Messieurs, on termine on va dire les rumeurs OGC Nice en évoquant, je pense, la plus belle, la plus inattendue, la plus attrayante, à savoir Islam Slimani. Voilà, ça a popé comme ça, tu sais pas, enfin un truc, bon, Islam Slimani, 34 ans, qui appartient toujours au Sporting Lisbonne. Je ne sais même pas où est-ce qu'il jouait l'année dernière. Était-il à Lyon? Non. Voilà. Là, Il est parti en il était prêt, pas je en crois. Angleterre. Il était en Alors prêt. là, si sur le chat vous avez la réponse, nous sommes preneurs. Profil d'attaquant particulier, hein, pivot, pas très rapide, grosse expérience internationale de par sa sélection, mais 13 matchs de mémoire l'année dernière. Il était retourné au Sporting, il avait fait 10 matchs pour 5 buts. Voilà, un but tous les deux matchs, hein, ma foi plutôt pas mal. Mais disons que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, le profil n'est peut-être pas forcément celui recherché, les gars. Ouais, non, ouais, le profil, c'est pas. Bon, l'attaquant en lui-même, c'est pas un mauvais attaquant, hein, ça, c'est. Il a quand même
toujours été assez bon, on va dire. Enfin, moi, j'ai souvenir de sa saison à Monaco avec Ben Yedder où ça allait très bien. Il a fait une très belle saison. Après, bon, il était un peu plus. C'était moins bon, on va dire. Après, oui, clairement, c'est pas du tout le profil qu'il nous faut, je pense. Et après, il me semble, on avait déjà eu la rumeur la saison dernière, et même, il me semble, il y a 2 ans, je crois. Enfin, l'année dernière, sûre. Je pense pas que ce soit. Enfin, je pense que c'est plutôt une rumeur d'agent à voir, mais ou alors c'est en cas vraiment de dernier recours si on a des refus sur toutes les autres pistes, je pense. Mais non, c'est pas du tout le profil, je pense, dont on a besoin actuellement. Ça, c'est sûr. Romain, ton avis sur la rumeur Slimani? Franchement, hein, même si si on le fait le 31 août à 23h59, on fait Slimani, on fait pas d'autres attaquants et tout. Je te jure que je mets en vente mon abonnement. Même pas en vente, je le donne. Voilà, franchement après au bout d'un moment, faut arrêter les délires quoi. Je veux bien que au bout d'un moment, on ne veuille pas de jeunes prospects, on cherche un peu plus d'expérience, etc. Mais là, Slimani, putain, si on est vraiment dessus, ah franchement, ça fait pitié. J'ai du respect peut-être pour ce qu'il a fait. Et encore, c'est pas un joueur qui m'a attiré depuis qu'il joue au football, quoi. Mais il a pu être bon, enfin, etc. Mais d'une, c'est pas le profil qu'on recherche. De deux, bon, il est fini. Et je sais pas quel âge il a, mais au bout d'un Il a moment, c'est bon, 34 quoi. ans. Ouais, bon, bah, tant pis. Bah, même si c'est pas, il peut faire encore une ou deux saisons, mais pas chez nous. Et clairement, tant qu'à faire, si tu veux reprendre Slimani, bah, tu te gardes Dolberg, hein. Et je préfère 1000 fois un Dolberg qu'un Slimani. Donc, moi, c'est un gros non. Et j'ose même pas imaginer que c'est dans nos papiers, que ça soit dans les papiers de l'OGC Nice de faire Slimani. Alors, il y a Alric qui nous précise quelque chose d'intéressant, surtout quand a priori tu refuses Moiskin. C'est-à-dire que là, tu es annoncé sur Slimani, tu te permets de Ouais. refuser Moiskin, et surtout, alors pour le coup, pour la rumeur Slimani, tu prêtes Evan Guessant à Nantes. Enfin, je veux dire, Mm. tant qu'à faire dans ce profil-là, moi je préfère développer un pitchoun du club plutôt qu'aller récupérer un vétéran avec des incertitudes sportives qui est plutôt sur la fin. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est, on va dire, une rumeur assez douteuse. Euh, Cyril, moi j'avais une question à te poser. On va passer sur le mercato strasbourgeois. Tu parlais d'Ajor, Djikou. On sent que l'effectif actuel strasbourgeois va bouger. Combien de temps ça va mettre, on ne sait pas. Mais les probables arrivées sont conditionnées aussi au départ. Les probables arrivées sont conditionnées au départ. Maintenant, on sait que Ajorc et Djikou sont les deux seuls joueurs qui ont un bon de sortie accordé de la part du club. On ne sait pas s'ils ont donné une date butoir, parce que c'est clair et net que je pense que le Racing a déjà des pistes de remplacement s'ils sont amenés à partir d'ici au 31 août. Maintenant, est-ce que le Racing laissera partir Ajorc ou Djikou d'ailleurs? Il semblerait que Djikou va rester et ira au bout de son contrat. Il ne prolongera pas, il partira libre la saison prochaine. Tant pis, c'est comme ça. On profitera d'un Djikou qui a fait plutôt un bon match face à Nice. Il a été un peu moins bon face à Monaco, mais il n'a pas non plus fait le stage de pré-saison en Allemagne, enfin à Divonne-les-Bains, pardon. On a joué contre des clubs allemands, c'est pour ça. Il n'a pas fait le stage de pré-saison, donc forcément, il avait des problèmes physiques. Ça s'est vu aussi sur la pelouse, il était perclus de crampes, comme beaucoup de Strasbourgeois. Un des nombreux Strasbourgeois qui sont restés au sol, effectivement. Ouais, après, la préparation a été compliquée. Il a fait très chaud et on n'a pas l'air marin dans le Nord. Donc, du coup, Non, voilà. non, mais Mais c'est pour faire suite à de nombreux commentaires sur les réseaux par je rapport à sais, je ça. sais. Enfin, on oublie que ce sont des sportifs de haut niveau, quoi. Aussi. Donc, il semblerait que Djikou soit parti pour rester. À Jorque, c'est encore assez flou. On a des clubs anglais qui le pistent, mais il n'y a pas d'offre officielle non plus. Hmm. En attendant, le Racing était à l'affût sur Jesse Deminguet de Caen. Ça bouge pas. On était sur Strand Larsen qui fait le forcing, un attaquant norvégien qui a fait une superbe saison avec Groningen, mais pour l'instant, lui, il fait le forcing il force son départ parce que le Groningen n'est pas ils veulent pas le laisser partir, mais Strasbourg suit ça d'un petit peu loin. Donc, c'est un peu un attaquant dans le profil de Ludovic Ajorc.
Maintenant, il n'est pas exclu que d'ici le 31, ça ne bouge absolument pas du côté de Strasbourg, ni dans le sens des arrivées, ni dans le sens des départs. Après, Strasbourg, ils sont aussi capables de claquer 10 millions le 31 août sur un Habib Diallo. Donc, est-ce que même en cas de non-départ des deux joueurs, est-ce qu'il n'y aura pas quand même une recrue en attendant vraiment la toute fin? Je pense par exemple à un Jesse Deminguet qui est au placard à Caen et qui ne joue pas, que Strasbourg avait activé la piste comme Toulouse. Peut-être que c'est une piste qui va se réactiver d'ici le 31. On aimerait bien que ça bouge un petit peu parce que garder ces cadres, c'est une bonne chose. Mais ça va être une saison où la stabilité va primer parce qu'avec les 4 descentes, on va faire partie des équipes qui vont d'abord penser au maintien avant de penser à autre chose. Maintenant, je pense que notre effectif, réussir à prolonger Sels, réussir à prolonger Persic, garder Djikou, garder Ajorc, si tant est qu'il soit concerné, ce sera déjà une très bonne chose parce qu'on a vu ce que cet effectif a été capable de faire l'année dernière. On s'en rappelle. Et puis on verra. On s'en rappelle du match à domicile l'année dernière. Ajor qui, au passage, a l'occasion de. Enfin, la balle de match en fin de match. Ouais, il a la balle de match. Maintenant, j'ai écouté le match à la radio en revenant de Mayence. J'ai regardé le replay et c'est fou comme sur France Bleu Alsace, notre commentateur Luc Dreosto, je me suis dit en fait, c'est pas possible. Il n'y avait personne dans les buts, il a tiré au-dessus. Et quand j'ai regardé le replay, je me suis dit, elle n'est pas si facile à mettre que ça parce qu'en plus, Kasper Schmeichel, qui est un très grand gardien, on l'a encore vu sur la parade qu'il fait, on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais il sauve le match à l'OGC Nice, notamment en deuxième mi-temps. Il prend beaucoup de place dans le but et je pense qu'elle n'est pas si facile à mettre que ça pour Ludovic Ajorc. Beaucoup ont dit qu'il mangeait la feuille. Moi, je pense qu'elle n'est pas facile à mettre. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, tu m'as fait une passe décisive pour la suite du programme. On va se baser maintenant sur le match. Ce match nul un partout, donc une ouverture du score d'Andy Delors sur penalty en première mi-temps, une égalisation de Kevin Gameron en seconde mi-temps. Deuxième match nul un partout de la saison pour le gym qui collectionne les un partout au même titre que les Clims sur ce mercato. Jérémy, première question, voilà, enfin, je veux dire ton mot et ton sentiment sur ce match. Voilà, je ne sais pas si tu étais au stade ou pas, je ne sais pas si tu as vu le match à la télé, mais quel était ton sentiment? Très très déçu, pas forcément par le résultat, mais déjà par le non-jeu qu'on a vu tout au long du match, parce qu'on n'a vraiment pas vu grand-chose. Je crois que de mémoire, juste avant le penalty, la seule action qu'on a, c'est le centre de Thuram qui est un petit peu dévié et qui met en difficulté Sels. Après, en premier temps, même en seconde, à part à la fin, on n'a quasiment rien vu. Et en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a des soucis dans l'équipe actuellement que l'on avait déjà l'année dernière. En termes d'intensité, je trouve, dans le jeu, les joueurs en fait sont dans leur zone et ils ne font pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gros efforts en fait de la part des joueurs. Ils sont dans leur zone et puis ils se font des passes en attendant que quelqu'un fasse quelque chose. En fait, j'ai toujours l'impression qu'ils sont en train de se faire des passes, qu'ils attendent que par exemple Gouiri, Stengs fassent des différences, mais ça n'arrive pas. Donc du coup, en fait, on a très très peu d'occasions et on met pas beaucoup de rythme. Et justement, je regardais un petit peu les matchs de nos concurrents du début de saison. J'ai vu le match de Monaco, un petit peu de Rennes aussi. Justement, ça joue. Enfin, ils mettent beaucoup d'intensité dans leur match, beaucoup d'envie. Et moi, quand j'ai vu ce Nice-Strasbourg, il y a des fois, je ne comprenais pas. Enfin, c'était très très lent. Ça ne bougeait pas beaucoup. Manque de profondeur, comme on a dit, manque de percussion. On s'est un petit peu rayé en fin de première mi-temps avec le penalty, mais c'était pas incroyable non plus. La seconde mi-temps, pareil, c'était surtout le début de la seconde mi-temps, était vraiment compliqué. Et surtout des erreurs assez bizarres, je trouve. Les alignements de la défense, le milieu qui était passé très facilement, j'ai trouvé. Beaucoup Similaire d'espace. au but encaissé à Toulouse, hein, si je puis me Ouais, permettre par rapport au. ouais. C'est vrai que c'était encore l'alignement de la défense. Enfin, j'ai trouvé il y a des erreurs un petit peu bizarres. On dirait qu'ils sont pas très très attentifs des fois. Et donc du coup, c'est vrai que la défense se trouvait très souvent en danger. Heureusement, bon, on a quand même eu un Kasper Schmeichel, comme on commençait à dire, qui a fait un match. Enfin, il a fait des arrêts exceptionnels. Surtout celui en début de seconde Ouais. mi-temps là, sur la frappe de Diallo. Moi, je la voyais déjà au fond. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas au fond, je me suis dit, mais comment c'est possible? Enfin, il a sorti un arrêt qui était incroyable. Donc, bon, après, un peu comme à Toulouse, les entrants ont fait un peu de bien, notamment Ramsey. Je trouve que quand Ramsey est rentré, il a apporté un petit peu de vivacité, un petit peu de volume de jeu. Je
coup, ça nous a fait du bien. Bon, Attal, il a essayé de mettre un petit peu de vitesse. Il n'a pas tout réussi, mais bon, au moins, on a vu des tirs, on a vu un peu des occasions, ça a un petit peu bougé. Donc, ouais, moi, le match m'a quand même beaucoup déçu. Bon, après, il y a quand même quelques satisfactions, comme Schmeichel, Rarechilier, qui, moi, me surprend agréablement, parce qu'il arrive quand même du Rapid Bucarest. Il a 19 ans, il vient dans un nouveau pays, un nouveau Première championnat. titularisation. Voilà, première titularisation. Alors, en seconde, en seconde mi-temps, il s'est un petit peu éteint, mais en première, moi, je le trouvais vraiment intéressant. Je trouve il a du ballon, il monte des choses, il se pose pas de questions, il joue simple. Et moi, il m'a quand même beaucoup plu. Et bon, donc, on le dit très souvent, même dans Avantinissa, Jean-Claire Todibo et Kefren Turam ont fait un très bon match aussi, enfin, ont fait un bon match dans l'ensemble. Même si je crois que Todibo est pas aligné sur le but, ou c'est Dante, je ne me souviens plus. C'est Dante. Mais, ouais, c'est Dante, voilà. Bon. Mais voilà, enfin, les deux ont quand même fait encore un très bon match. Et heureusement qu'on les a avec nous, ces joueurs-là, parce que sinon, je pense qu'on aurait encore plus de mal. Donc voilà, moi, je suis quand même assez déçu de ce match-là. Voilà, outre le résultat, c'était plutôt ce qu'on a vu sur le terrain. Après, je pense que ça va aller en s'améliorant, et je l'espère avec les recrues qui vont arriver, notamment en attaque. Donc voilà, je reste quand même positif pour la suite, mais c'est vrai que ce match-là m'a un petit peu m'a laissé sur ma faim. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Parce que, alors, à titre personnel, je rejoins totalement Jérémy sur une chose, notamment, c'est que Mm. si tu ne te doutes pas que c'est Favre qui était sur le banc dimanche, tu avais des phases de jeu où c'était dans la continuité de l'année dernière, à savoir zéro mouvement avec le ballon. Ça fait du droite à gauche, il y avait très peu de percussion, et la seule fois où tu prends la profondeur, euh, tu provoques un penalty parce que voilà, tu as une inspiration de Stanks là-dessus qui envoie un bon ballon à Gouiri. Quel bilan tu tires de ce match-là, Romain? Bah, déjà, le premier bilan, c'est que bah, on voit clairement que il nous manque des joueurs. Et malheureusement, il nous manque des joueurs au poste clé du schéma tactique de Favre, quoi. Quand tu as des latéraux qui sont limités, des ailiers, bah, pour moi, qui n'en sont pas vraiment, ou même si allez, tu joues avec un Stengs à droite, mais il faut quelqu'un à gauche qui percute, ou un Ilié à gauche, bah, à droite, il faut qu'il y ait un mec qui percute. Mais voilà, c'est frustration parce que tu t'attends à quand même à avoir plus de jeux que l'année dernière parce que bah, tu te rappelles de ce qu'a fait Favre, etc. On a des bons joueurs de ballon, après, faut pas le cacher non plus, hein. Je suis désolé, mais bon, bah, il y est, je ne vais pas redire ce qu'a dit Jérémy parce qu'il a tout dit. Très bonne pioche, en tout cas dans ce qu'il nous montre depuis le début. Mais après, Stengs, pour moi, il a du ballon. Gouiri, c'est lui qui aurait dû prendre le jeu à son compte. Il a été mais invisible. Je comprends même plus ce joueur. Alors, si je peux me permettre, Romain, par rapport à la performance Mhm. d'Amin Gouiri, euh, sa première mi-temps, elle est pas dégueulasse. Bah écoute, moi au stade, je la trouve dégueulasse. Moi, en tout cas, à la télé, peut-être que, encore une fois, peut-être que je manque d'objectivité, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus neutre possible. Je l'ai trouvé plus à l'aise et c'était quand même bien mieux que ce qu'on a pu voir sur les dernières semaines, voire les derniers mois. Euh, il a été dans une position déjà qui, je pense, qui lui convient mieux, à savoir une position axiale derrière l'attaquant. Euh, sur certaines séquences, il était à la hauteur de Delors. Après, ce qu'on lui reproche, et là-dessus, je pense que bon nombre d'entre nous sont d'accord, c'est son attitude. C'est-à-dire que le talent, il l'a. Je pense qu'il est dans un tunnel de manque de confiance. Mais par contre, sur certaines séquences, c'est lui qui décale Stangs sur l'occasion à 1-0 en peu à mi-temps. C'est lui qui provoque le penalty. Il m'a paru quand même plus à l'aise dans cette position axiale. Je sais pas ce que. Si je suis. Peut-être peut-être qu'il est plus à l'aise, mais moi je suis désolé, un mec comme Gouiri, je lui demande pas de faire une ou deux fulgurances et puis après tout rater. Je suis désolé, enfin pour moi en tout cas au stade, pour moi il a loupé des passes. Enfin il a loupé pas mal de passes. Il a un jeu vers l'avant quasi inexistant.
oui, il y a eu ce truc au niveau, bon, ouais, quand ils font le petit jeu extends et où il part, bon, bah voilà, mais seulement c'est une fulgurance. Un mec comme Guiri, putain, tu t'attends quand même à ce que, dans ce poste-là, en tout cas, qu'il prenne un peu plus le jeu à son compte, qu'il essaye de trouver il a enfin, je sais pas, il a les qualités pour faire un crochet et donner le ballon, quoi. Il a les qualités techniques, il a tout le bagage technique pour le faire, et seulement on ne le voit pas le faire. Et pour moi, en fait, c'est criant. Tu manques de lien entre le milieu et l'attaque, et même entre la défense et l'attaque. Et ce lien, ça doit venir par aller un Thuram quand il fait ses chevauchés, mais seulement tu peux pas lui demander d'en faire pendant 90 minutes. Et donc forcément, il faut que ce lien vienne par Gouiri, et Gouiri qui soit un peu le métronome de cette équipe. Donc peut-être que c'est pas un rôle qu'il aime, mais aujourd'hui, contre Strasbourg en tout cas, c'était le rôle qu'il fallait qu'il prenne, enfin, fallait qu'il prenne ce rôle-là, quoi. Et je l'ai trop peu vu, et quand Ramsey est rentré, bah, j'ai trouvé que justement, il amenait bah, plus de solutions dans le jeu qu'un Gouiri. Et pour moi, je l'ai de suite ressenti, tu vois. Donc après, peut-être que je fais une fixette parce Mm. que Gouiri me déçoit énormément. Et attention, c'est pas le seul. Mais voilà, moi, franchement, il m'a déçu. Et juste pour finir, quand tu as des ailiers qui ne percutent pas, parce que à la première saison de Favre, on n'avait pas des. Oui, on avait Pléa qui pouvait percuter, mais après, de l'autre côté, tu avais ou un Belanda ou un Esric qui, eux, ne percutaient pas forcément. Mais par contre, tu avais des latéraux qui percutaient bah, pendant 90 minutes. Et seulement là, malheureusement, tu as Barre d'un côté et Lotomba de l'autre. Et attention, Lotomba, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un match pas fantastique, mais il avait été au niveau. Moi, j'ai trouvé qu'il a été au niveau. Mais voilà, et c'est criant, quoi. Aujourd'hui, il nous faut des latéraux qui percutent, et j'espère que Attal, à partir du moment où il va revenir, bah, il va pas se péter aussi souvent que d'habitude, et qu'il va réussir à enchaîner un peu quelques matchs, quoi. C'est quand même une prise de risque de se dire que on mise sur un Youssef Attal au poste de latéral droit qui rentre en plus ailier. Alors là-dessus, messieurs, voilà, je me fais une auto-passe décisive, mais j'aimerais quand même qu'on aborde le coaching de Lucien Favre. Pour rappel, il fait rentrer Rosario à la place de Lemina, il fait rentrer Brahimi milieu gauche, il fait rentrer Youssef Attal milieu droit, il fait Mm. rentrer Ramsey dans un rôle, on va dire, plutôt axial, comme il avait fait à Toulouse. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce coaching-là, à ce moment-là du match, Jérémy, par exemple? Alors moi, il y a des choix que j'ai trouvé bons et d'autres que j'ai pas trop compris. Alors typiquement, tu as parlé de Rosario qui rentre à la place de Limina. Je Peut-être que Limina, peut-être vous pouvez pas aller au bout du match, je sais pas. Mais bon, moi, Rosario me déçoit énormément sur sa fin de saison dernière et son début de saison. C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, qui fait un très très bon début de saison l'année dernière et qui, enfin, je le trouve vraiment dedans depuis très longtemps comme Gouiri et je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à se remettre dedans. Donc ce changement-là, voilà, j'ai pas trop compris. Après Ramsey, oui, il a vraiment apporté. Et Attal aussi, enfin Ramsey Attal pour moi ça a été deux plutôt bonnes entrées, même si Attal a pas tout réussi. Bon après c'était ses premières minutes depuis un bon moment dans un match officiel, donc c'était compliqué, mais au moins il a apporté un petit peu de percussion. Et après par contre moi c'est plutôt ben, du coup Brahimi à gauche. Moi Brahimi je l'aime bien, mais c'est vrai que là à gauche il a eu un peu plus de mal quoi. C'est vrai qu'il jouait sur son mauvais pied, donc ça se voyait. Il glissait encore une fois beaucoup. Je sais pas pourquoi, il glisse très souvent. Mais non, ce choix-là, justement, je ne l'ai pas trop compris. À la fin, Attal à droite, Brahimi à gauche. Enfin, moi, j'aurais vraiment mis Attal vraiment à son poste et Brahimi un cran plus haut. Je l'aurais vu comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a surpris Est-ce que c'est quand il a pas un fait ce message changement-là. aussi? Est-ce que c'est pas un Oui, message aussi de ouais, dire, ben regardez, je suis obligé de faire rentrer un latéral droit, ailier droit, parce que justement, il manque des joueurs de percussion, parce que Attal, ouais. sa qualité première, c'est la percussion. Non, c'est possible. Ouais, non, non, c'est très possible aussi que ce soit un message parce qu'en plus, c'est la vérité. Hein, on n'a pas beaucoup de choix à ce poste-là, de toute façon, sur les ailes pour l'instant.
Donc, après, en plus, en fin de match, bon, il a sorti, je crois, le Tomba pour faire entrer Daniluc. Bon, Voilà. Ouais. c'était pour dire qu'on faisait jouer Daniluc un petit peu, je pense, je sais pas. Mais voilà, c'était peut-être pour laisser plus de place à Atal devant et Daniluc qui restait plus en arrière, peut-être aussi. Je- c'est possible. Mais c'est vrai que les choix, je pense qu'en fait, il avait pas. Enfin, il a quelques choix, mais ça reste quand même assez limité. Par contre, moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est la gestion du cas Alexis Claude Maurice, qui a fait une très très bonne préparation. Et je le verrais bien justement, je pense qu'il pourrait nous apporter dans ces matchs-là où on a eu du mal. Il aurait pu faire, comme disait Romain, le lien entre l'attaque et le milieu, comme en numéro 8 ou 10. Il aurait vraiment pu faire du bien. Et il n'a même pas disputé une minute. Donc il doit y avoir une raison. Mais moi, ça m'a laissé Je l'ai. perplexe. Déjà face à Toulouse. Ah, Face à Toulouse, ça m'a laissé perplexe. Et là aussi, je m'y attendais. Enfin, je m'attendais quand même à ce qu'il rentre. Mais du coup, si tu as la raison. Bah, parce que en fait, j'ai posé la même question que toi, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, pourquoi ne pas le faire rentrer? Parce que bon, il n'a pas été mauvais sur les matchs de préparation. Et en gros, le staff le trouve trop, comment dire, trop peu décisif. Donc, en fait, en gros, ils lui font pas confiance. Et du coup, bah, il rentrera vraiment en cas de, comme on mettrait sur Football Manager, en remplaçant en cas de crise, quoi. Donc, donc voilà. Mais c'est un peu le rôle qu'il a actuellement. Je pense que le club va chercher à s'en séparer et parce que le staff ne compte pas du tout sur lui. Donc voilà. Mais moi aussi, j'étais dans ton analyse et j'ai demandé mais pourquoi? Pourquoi il rentre pas? Et en fait, voilà. Trop peu décisif et trop sur courant alternatif. Voilà. Pas fiable pour décanter un match à partir de la 75e, 80e minute. Voilà. alors j'ai créé un sondage justement sur le chat Twitch où vous avez la possibilité eh bien, de donner votre avis sur le cas Alexis Claude Maurice. Alexis Claude Maurice, est-ce que vous y croyez encore? Oui, non, c'est très simple. À titre personnel, je pense qu'il a quand même quelque chose à apporter de par son profil, de par sa qualité balle au pied, de par aussi la confiance qu'on lui a accordée lors de la préparation. C'est surtout ça, en fait, moi que je ne comprends pas. Il a été quand même, je pense, dans le top 4 des meilleurs joueurs de la préparation, avec, on va dire, le petit Belayan, Brahimi aussi, qui s'est montré à son avantage. Donc, voilà, c'est un message, je pense, délicat qu'on lui envoie en ne lui faisant pas confiance sur ses deux premiers matchs. Cyril, justement, toi, quelle est ton analyse de ce match-là, on va dire globalement on parlait des remplacements. Est-ce que tu as trouvé, toi, de ton côté, que Stéphane avait été inspiré? Dis-nous un peu ta perception des faits. Alors moi déjà, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps et je pense que c'est un sentiment généralisé pour les deux équipes. Sur l'ensemble du match, je trouve que le match nul est plutôt mérité puisque chaque équipe a quand même eu sa période. Dès la troisième minute, je pense que l'OGC Nice aurait pu bénéficier d'un penalty puisque notre super latéral droit, il y a un contact qui est plus que limite avec un coup de coude un petit peu mal placé dans la gorge de Delors et on s'en sort très très bien. Donc du coup, je pense que ça aurait déjà pu faire penalty. En ce qui concerne le penalty obtenu par l'OGC Nice, alors certes, Niamzi ne touche pas Guiri qui saute pour éviter le tacle, mais il peut pas, il laisse pas d'autre choix à l'arbitre que de siffler penalty, puisque même si derrière Guiri, je pense qu'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a le geste, il y a le tacle, alors qu'il peut faire absolument autrement. Je veux dire, il n'est pas obligé de tacler comme ça dans cette position. Moi, je pensais même qu'il allait avoir rouge. Je vous le dis honnêtement. Maintenant, apparemment, il n'y a plus de double peine. Donc, il s'avère que ça a fait penalty et jaune. Penalty La double qui est peine, super c'est bien tiré. la double peine, c'est uniquement pour Dante lorsqu'il joue à Montpellier. Ouais, c'est pour nous. Ouais. D'accord. Non, après voilà, c'était une première mi-temps où Nice a plutôt bien maîtrisé son sujet. Après, Sels n'a pas non plus grand-chose à faire. Il y a eu un arrêt sur une frappe un peu fuyante que Maxime Lemarchand laisse passer. Il y a le penalty. Et puis, il s'avère que Julien Stéphan a remotivé ses troupes et que les portes du vestiaire de l'Alliance Riviera ont
ont tremblé apparemment parce que il était vraiment pas content de la prestation des Blancs, du coup, sur le terrain à la mi-temps. Et on a tout de suite vu le changement, hein, puisque début deuxième mi-temps, Strasbourg a été beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus offensif. Vous avez de la chance d'avoir un grand gardien parce que je pense que l'action où Diallo fait un festival dans la défense, 9 gardiens sur 10 en Ligue 1 ne l'arrêtent pas. Kasper Schmeichel l'a arrêté. Le but de Gamero, il y a peut-être effectivement, comme j'ai pu le voir dans le chat, une erreur de marquage. Maintenant, l'appel est génial et la passe de Thomasson est superbement dosée. Donc, c'est un but absolument génial. Moi, je trouve que Thomasson, techniquement, c'est notre leader technique. Mais Gamero, à l'âge qu'il a, 36 ans, ce qu'il fait, c'est absolument fantastique. Il a une intelligence de jeu, une finesse de jeu. Et puis, sur la fin de match, on s'est un petit peu liquéfié physiquement. Et je pense que Nice aurait pu l'emporter aussi, justement, sur une frappe de Youssef Attal. Et puis celle, ça fait l'arrêt qu'il fallait faire. Donc il me semble que le match nul est logique. Pour nous, c'est un bon point. Parce que l'année dernière, après 2 journées, on avait 0 point. On avait perdu à domicile contre Angers, on avait perdu à Paris. Là, on se retrouve avec 1 point après 2 journées en ayant joué et Monaco et Nice, des équipes européennes. On va jouer contre le Stade de Reims dimanche qui en a pris 8 en 2 matchs. Donc l'objectif, ça va être de vraiment faire décoller le compteur points en prenant les 3 points. Mais 2 matchs joués face à Monaco et Nice, on se retrouve avec 1 point. C'est plutôt un bon point pour nous. C'est un mauvais début de saison pour vous, je pense, parce que l'objectif en jouant contre Toulouse et Strasbourg, c'était de faire le plein pour ne pas prendre trop de retard vis-à-vis de vos concurrents directs qui vont être Lyon, Lille, Marseille et compagnie. Maintenant, sur l'ensemble du match, je pense qu'effectivement, il manquait trop de choses aux 2 équipes pour que l'une puisse l'emporter. Ouais, je pense que c'est très juste. Le match nul, il est assez cohérent parce qu'effectivement, on a parlé de l'occasion de Diallo en début de seconde où on se demande encore comment Schmeichel l'arrête et en même temps, Attal a une grosse occasion. Stengs en première aussi a l'occasion de mettre un 2-0. Delors aussi a une situation en deuxième mi-temps où il cadre pas alors qu'il est bien aligné Ça, j'arrive pas. au- Ça, je sais pas comment il fait parce que Djikou, il dort, il perd le ballon, il y est, il lui met un caviar et Bah, ce ballon me met à côté. Delors, C'est incroyable. Delors, il a un début de saison que je trouve quand même compliqué. Déjà en préparation, il n'était pas forcément à son avantage. Alors il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui, hein. Est-ce qu'on considère que Bilal Brahimi est une alternative au poste de numéro 9? Je ne pense pas, même s'il apporte un registre Non. différent. Maintenant, voilà, il y a aussi l'aspect physique, je pense, qui rentre en compte. Et puis, dès lors que... Enfin, sans faire un grand match, tu vois, il met quand même son penalty. Je veux dire, il peut être transparent tout un match. Il va te mettre une occasion. Pas trop de doute sur le fait qu'il fasse ses stats. Mais dans le jeu, il a été... dans le Habib jeu, Diallo, c'est un peu c'est... ça, Strasbourg, hein, parce que Habib Diallo contre Monaco, il est infect et il peut finir le match avec un doublé. Contre Nice, on le voit pas. D'un coup, il prend le ballon, il transperce la défense, il a en face de lui un grand gardien. C'est un peu les renards des surfaces comme on les connaît. Moi, personnellement, Delors, c'est un joueur que je pense que j'adulerais s'il était dans mon équipe, mais que je ne peux absolument pas supporter quand il est chez les adversaires parce qu'il est infect. C'est un râleur, un tricheur, j'ai envie de dire. Le moindre petit coup, il se jette par terre. Alors après, je peux comprendre aussi, ça va relancer le débat sur les Strasbourgeois qui étaient au sol pour Non, gagner du non. temps. Non, mais je Mais comprends. non, moi, Je pense que ton idée, elle est assez, elle est partagée par beaucoup, hein. C'est le Sergio Ramos, c'est ce genre de joueurs, c'est des mecs il un en faut des peu, comme ça, des joueurs un ouais, peu avec du vide. C'est ce qui des nous manque. Busquets, On est encore trop jeunes là-dedans. des joueurs un peu, on va dire, méchants par moment, mais qui sont tellement essentiels dans un groupe. Euh, Effectivement. Petite question sur sur Calvin Stengs. Euh, Décisif sur l'action menant au penalty. Jérémy, qu'as-tu pensé de cette prestation-là? Et je vais te poser une double question. Si jamais Pépé est amené à signer, tu verrais l'animation offensive comment? Alors Stengs, c'est un cas un petit peu épineux quand même, parce que c'est vrai que c'est un joueur où on en attend énormément. Moi, le premier l'année dernière, quand il a signé, c'était pour moi, j'étais très 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 content quand il a signé. Bon, malheureusement, sa saison dernière a été compliquée. Moi, je trouve que sur ce début de saison, alors il n'est pas incroyable, mais il montre quand même des choses et il fait ses matchs. Enfin, ses matchs sont plutôt cohérents.
Il a du ballon. Après, moi, j'ai l'impression qu'en fait, les joueurs autour de lui, il n'arrive pas à, comment dire, il s'adapte pas forcément. Typiquement, il a besoin d'attaquants qui prennent la profondeur, je pense, ce qui est actuellement pas le cas. Comme on l'a dit, en plus, la seule action où Gouiri prend la profondeur, il fait une super passe et c'est ce qui amène le penalty. Moi, je pense que s'il avait fait ces prestations-là l'année dernière, par exemple, en début de saison, et qu'il était monté en puissance, je pense qu'on aurait été très content. Donc moi, j'en attends plus de ce joueur, mais je trouve qu'il est déjà en progression par rapport à l'année dernière. Bon, c'est que l'année dernière, il n'a pas fait grand-chose, donc c'est pas difficile, mais il est déjà en progression, donc c'est une bonne chose. Voilà, enfin, moi, je trouve qu'il y a du mieux, mais j'en attends encore plus de ce joueur-là. Mhm. Après, moi, pour Nicolas Pepe, je pense que on a parlé de sa polyvalence. Je pense que en fait, ça va aussi dépendre des adversaires qu'on va rencontrer. On avait dit, il peut jouer neuf, bon, plutôt sur les ailes. Enfin, c'est un joueur d'aile, donc je pense qu'il va souvent jouer sur les ailes. Après, ça dépend des adversaires, de ce que faire Lucien Favre. Il va peut-être jouer dans l'axe, on sait jamais. Mais moi, je verrais plutôt. Moi, je garderais Delors en pointe, lui Pépé sur un côté, et sur l'autre, après, en fonction des arrivées que l'on a, on verra en fin de mercato. Bon, j'espère que Gouiri va se relancer un petit peu, mais moi, une attaque Gouiri, Delors, Pépé, ça me plairait bien. Ouais. Sachant que derrière, tu as Stengs, Brahimi, Ilié qui peut jouer aussi à gauche, ça peut être pas mal. Romain, ton avis sur la prestation de Stengs? Bah moi, Stengs, je trouve qu'on est vachement méchant avec lui parce que je trouve que dans les trois de devant, enfin dans les trois de devant, quand on prend Delors, Guéry, Stengs sur Toulouse et Strasbourg, je mets pas Ilié hein, parce qu'il a fait que Strasbourg, mais sur les trois là qui ont fait les deux matchs, bah moi personnellement, je trouve que ça a été le meilleur quoi. Ça a pas, je vais pas dire qu'il a été fabuleux, mais en tout cas, il a été moins pire, on va dire. Il a été moins pire que les deux autres. Et aujourd'hui, typiquement, il n'y a pas un 11 qui peut bah, jouer sur ses qualités, quoi. Quand le jour où tu auras, comme le disait Jérémy, mais le jour où tu auras un 9 qui prendra la profondeur, ou un mec côté gauche qui prendra la profondeur, ou j'ai n'importe quoi, un Attal sur la droite qui prendra tout le temps, qui mangera son couloir et qui percutera, etc. Bah là, tu pourras voir un Stengs, mais c'est sûr que si tu demandes à un Stengs de percuter, de faire des différences en un contre un, etc., non, il ne les fera pas. Il les fera, oui, il pourra en faire une sur un crochet, et après, il va te distiller un ballon mais c'est pas dans ses caractéristiques. Donc moi je trouve que oui, il a montré un peu plus de football que l'année dernière. Et comme on le disait, c'était pas très dur. Mais par contre, je trouve qu'on est, ouais, on est un peu dur hein, avec lui parce que comparé à Delors et Gouiri, je trouve quand même qu'il fait des meilleures prestations. Et moi, je suis désolé, mais un mec comme Delors, depuis le début de la saison, bah j'aime pas quoi. Et je le trouve très brouillon. Je le trouve, quand tu le regardes, donc pareil, hein, c'est une vision du stade, Mhm. mais ses appels de balles, franchement, ils sont dégueulasses, quoi. Voilà, ils sont pourris. Voilà, je le dis, c'est pourri. En fait, c'est comme quand toi, tu joues en district, tu vas droit devant. Voilà, c'est ces seuls appels de balles. Il n'y a aucune solution de passe, il n'y a rien. Après, c'est Donc, pas son registre, au hein. bout d'un moment. C'est pas, enfin, Non, mais je sais, c'est je pas pour le sais. défendre, mais l'année dernière déjà il jouait à deux devant, donc c'est peut-être plus, on va dire, lié à ses capacités, à son profil. Après, tu peux pas non plus lui demander de jouer un rôle qu'il a qu'il ne sait pas ou qu'il ne peut pas jouer parce que l'entraîneur change et la philosophie change aussi. Et oui, mais c'est ça le problème en fait. Et c'est là où la question se pose, c'est est-ce que Delors sera compatible avec ce que Favre attend de son 11? Parce qu'aujourd'hui, clairement, Delors, tu peux tout lui demander. Tu peux lui demander de courir 90 minutes, tu vas courir pendant 90 minutes. Mais après, ça va être, bah, comme on le disait tout à l'heure, Delors, il a un rôle de finisseur. Il n'a pas ce truc où enfin, moi, je sais pas, mais je le trouve, et je l'avais dit déjà sur Mantinissa, techniquement, on va dire que c'est pas le joueur le plus technique de notre 11. Et aujourd'hui, bah, moi, je me pose des questions sur son rôle.
et si vraiment, cette année, il va apporter la même chose que ce qu'il a pu apporter l'année dernière. Et on voit que depuis le début de la saison, bah, c'est un petit peu compliqué. Et un joueur comme Brahimi, c'est plus distingué au poste de numéro 9 qu'un Delors, tu vois. Et je me dis, bah, est-ce que peut-être qu'une fois qu'on va avoir nos deux ailiers qui vont percuter, lui il va être là pour ramasser, tu vois, les ballons dans la surface ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve qu'il a vachement de mal à se positionner et à faire son trou, quoi. Voilà. Moi, je mets un bémol, en tout cas pour l'instant, sur Delors. Ok. Cyril, du côté strasbourgeois, est-ce qu'il y a des joueurs voilà, qui t'ont plu dans ce match-là ou au contraire des joueurs qui t'ont déçu c'est le moment voilà, de faire un peu l'état des lieux de ce match-là. Alors déjà, pour revenir un peu sur ce que vous disiez sur Stengs, moi je trouve que si vous êtes aussi méchant avec lui et si la communauté niçoise est aussi méchante avec lui, c'est parce que vous ne l'avez pas assez utilisé. Je trouve qu'il a les actions niçoises sont beaucoup passées du côté droit strasbourgeois, et si elles étaient passées plus du Total. côté gauche strasbourgeois, vous auriez vu que Stengs aurait fait un match super parce que Liénard il était aux fraises. Il commence à peser vraiment et à accuser un peu le coup de son âge. Après, je pense que Thomas Delaine, qui est latéral gauche de métier, a été mis en difficulté aussi plusieurs fois par son duel avec Andy Delors. J'en parlais sur le premier contact qu'ils ont eu. C'est justement, ça va me permettre de parler, moi, à l'issue du match, j'ai fait un top flop sur mon Twitter. Donc, dans les tops, j'avais mis Gamero parce que il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour en mettre une au fond. Il en a une où il bute sur Kasper Schmeichel en première mi-temps. Et puis la deuxième, elle est magnifique. Deuxième top, j'avais mis Diallo parce que encore une fois, on le voit pas et il est capable à tout moment d'apporter le danger. Et en 3, dans le troisième top, j'avais mis Matt Sells parce que malgré tout, il n'a pas grand-chose à faire, mais les arrêts qu'il faut faire, il les fait. Je repense à la frappe de Attal, je repense à ses arrêts en première mi-temps. Le penalty, il peut rien faire. Et si parfois la défense strasbourgeoise est un peu fébrile, s'il y en a un qui est solide derrière, c'est bien lui. Et alors dans les flops, j'ai mis nos deux latéraux. Bien sûr Thomas Delaine parce que j'ai trouvé qu'il a tout fait à l'envers, il n'avait aucun apport offensif, défensivement c'était très compliqué. Maintenant je pèse le pour et le contre, encore une fois il a dû un petit peu dépanner parce qu'on n'a plus de latéraux droits alors que c'est vraiment le poste sur lequel on a recruté. Niamzi, je l'ai mis dans les tops parce que c'est un défenseur central qui est très solide, mais il a fait un match pas catastrophique, mais il concède le penalty. Alors que pour moi, il peut absolument juste accompagner Gouiri sans le tacler et l'empêcher en fait de tirer. Maintenant, il a décidé de tacler, ça a permis à Nice d'ouvrir le score. Et puis bien sûr Liénard parce que il compense un petit peu son manque de physique, son manque de technique. On connaît un peu l'histoire de Liénard. Il est arrivé tardivement dans le monde pro. Il n'a pas fait de centre de formation. Il y a encore 10 ans, il était cariste au Auchan. Et c'est une histoire fantastique pour un joueur comme lui qui jouait à Mulhouse en CFA, qui se retrouve à jouer, là, qui s'est retrouvé à jouer il y a quelques années la Coupe d'Europe avec Strasbourg. Mais il compense avec une hargne fantastique. Mais il faut le remercier, lui donner un poste au club, mais c'est pas possible de faire toute une saison avec lui à gauche. Donc malheureusement, j'ai été obligé de le mettre dans les tops, bien que ce soit un joueur que j'apprécie, que j'adore et que je félicite parce que pouvoir se mettre au niveau comme ça alors que rien ne le prédestinait à être footballeur professionnel, c'est très bien, mais il faut s'arrêter. Ouais, beaucoup de respect pour le parcours, mais il y a la réalité du terrain qui est aujourd'hui peut-être un peu compliquée. Jérémy, est-ce qu'il y a un joueur peut-être dont tu voulais éventuellement parler d'une manière ou d'une autre Pas d'un joueur en particulier, mais plutôt, on en a discuté rapidement au début d'émission sur nos latéraux. Et c'est vrai que j'ai hâte qu'au moins un latéral gauche signe. Alors moi, j'espérais toujours depuis le début de mercato qu'un latéral droit aussi signe, mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai on a un souci, justement, comme le disait Romain tout à l'heure, c'est très très important dans le jeu de Favre d'avoir des latéraux qui percutent, qui montent beaucoup. Parce que le but, c'est que les latéraux montent et que nos deux ailiers soient plutôt des ailiers intérieurs qui rentrent au cœur du jeu. Et c'est vrai que là, du coup, on est très, très en déficit à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que Barre et Lotomba, pour l'instant, même si Lotomba, moi, je trouve que voilà, c'est pas un mauvais joueur. C'est comme on le disait souvent dans Avantinissa,
c'est un joueur qui fait le travail, qui fait ses matchs, mais qui n'a pas non plus un apport Mais incroyable. justement, juste Et pour apporter un élément, parce que effectivement, au cours du match, c'était criant, je pense, le niveau global des latéraux. Lotomba fait pas un mauvais match. Fait pas un mauvais match au global. Il percute, il est présent, il est entreprenant. Mais le problème, c'est que même quand il fait, on va dire, plutôt un bon match, c'est pas suffisant avec ce qu'on doit c'est ça. attendre des latéraux à Nice. C'est C'est ça. tout. Je pense vraiment qu'on est sur une affaire de niveau. C'est pas tant il est pas bon, c'est juste qu'il est pas assez bon de ce qu'on doit attendre des latéraux. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Je Romain, suis là-dessus, d'accord. mais Ah, mais totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lotomba, il fait pas un mauvais match, ouais, mais seulement ce qu'on attend, bon, après, c'est chiant de toujours faire le parallèle de la première année de Favre, mais des profils comme on avait Ricardo d'Albert, mine de rien, quand tu as deux latéraux comme ça, comme le disait Jérémy, ça te permet à ce que tes ailiers ils rentrent dans le cœur du jeu, quoi. Et après, tout part de là, en fait. Et aujourd'hui, avec Barre et Lotomba, malheureusement, bah, ça t'amène pas cette percussion, quoi. Barre, ça t'amène aucune percussion. Lotomba, ça t'en amène un petit peu de temps en temps. Et on voit que quand il a commencé à percuter, bon, après, c'est une histoire de centre, mais mine de rien, ça t'amène un danger supplémentaire. Et il a le bon, à mérite. part une action où il m'a rendu, oui, il a le mérite de tenter, d'essayer de percuter, voilà, d'essayer de faire des choses. Mais il y a une action qui m'a rendu fou. Je ne sais pas comment ça rendait à la télé, mais c'est quand Lotomba il a pris la décision de frapper. Il te fait une frappe, mais misérable. Et après, encore une fois, au stade, tu n'as pas le même visuel, mais je pense qu'il y a un décalage à faire et ça peut t'amener une putain de situation. Parce que je crois que c'est Attal qui est à droite et qui fait un appel et qui peut rentrer dans la surface. Putain, quand je l'ai vu armé, Pancho, je te jure, j'ai prié pour que ce soit une feinte, tu sais. Ah, j'ai gueulé, mais je crois que j'en ai perdu ma voix. Putain, mais je me suis dit, mais il est fou le type. Et c'était un truc, mais improbable. Mais voilà, hormis ça, ça montre que voilà, le mec il tente un peu, même si c'est brouillon, mais au moins il tente. Mais seulement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la percussion pendant la majeure partie du match, quoi. Il ne faut pas que ça soit que de temps en temps Totalement une d'accord. montée comme ça, Totalement. Les chevaleresque. centres aussi. Voilà. Les centres aussi Ouais. qui sont. Enfin, moi, les centres, j'ai beaucoup de mal. Bon, Lotomba, en fait, je crois que de mémoire, il y en a un contre Strasbourg et un contre Toulouse, dont je me rappelle, mais à chaque fois, c'est des centres à terre qui sont, euh, qui sont réussis. Mais sinon, enfin, dès qu'il faut faire un centre où il faut lever le ballon, en fait, que ce soit Barre ou Lotomba, à chaque fois, c'est pas précis. À chaque fois, ça finit en défenseur qui la contre en corner, ou ça finit justement au troisième poteau, comme on dit. Et enfin, pour moi, c'est un vrai problème et c'est des opportunités en moins quand tu as des latéraux qui n'ont pas une bonne qualité de centre, ça t'enlève beaucoup, beaucoup de situations. Et le problème, c'est quand tu es latéral et que tu ne sais pas centrer, c'est quand même enfin, que tu fais des mauvais centres, c'est quand même très, très compliqué, quoi. Pour la situation dont tu parles, Romain, je m'en rappelle très bien, je pense que Jérémy aussi et Cyril aussi, hein. Ouais. Il a plusieurs options, il y a ce décalage à faire avec Attal, il peut éventuellement frapper, c'est ce qu'il a fait, il peut jouer en retrait, il peut la mettre dans les 6 mètres. Pour moi, il a fait le pire choix possible. Il y a aussi une autre situation moi, qui m'a vraiment questionné sur vraiment le niveau même de Lotomba et j'ai rien contre lui personnellement, encore une fois, hein, on est juste là pour évoquer le match mais à un moment je crois que c'est Stengs qui a le ballon, c'est un premier mi-temps. Stengs a le ballon, il est dans les 40 mètres, Lotomba fait un décalage, je sais plus si Stengs lui met ou pas, mais Lotomba, il y a une situation de contre-attaque. Lotomba il est revenu en trottinant. Et c'est Diallo qui a le ballon dans la surface. Et je crois que Todibo fait une intervention de la tête. Mais c'était limite s'il n'y avait pas une occasion de but derrière. Je me suis dit, mais le type. Et je crois que c'est un moment où Dante fait Dante, là, ouais. Dante le reprend et lui Dante, dit ouais. non, mais attends, on Oui, est oui. où là? Oui, il revient, il marchait limite. On est où là? C'est incroyable.
Et je crois que sur Canal+, Ouais. il disait même que Dante s'en était pris à Todibo qui avait fait un super retour, alors que c'était hallucinant. Ah, c'était Lotomba, c'était Lotomba. Le mec il fait un effort, alors bravo, bon il n'est pas servi, tant pis, mais derrière si tu fais un effort, je veux dire c'est des règles basiques, tu fais également le travail derrière, et aujourd'hui je pense que autant Barre que Lotomba ne sont pas capables d'assumer justement ces allers-retours. Alors oui, effectivement, Non, c'est clair. début de saison, chaleur, ok, adversité, pourquoi pas. Mais moi je pense que voilà, on a tiré le max de ce qu'on pouvait tirer de ces joueurs-là. Maintenant, il nous faut du lourd, quoi. Il nous faut une artillerie lourde. Et aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il nous faut. Il faut de la concurrence, Mm. déjà. Parce que Barre, il est à gauche. Bon, Lotomba peut jouer aussi à gauche. D'ailleurs, à chaque fois que Lotomba joue à gauche, d'ailleurs, il me semble un peu meilleur. Mais c'est vrai que Barre, il est tout seul à gauche, sinon. Donc, Et les t'as gars, pas de Lotomba, concurrence. Lotomba, là, il va attaquer sa troisième saison chez nous, hein. Ouais, déjà, hein. Déjà, troisième Ouais. saison. C'est pas une nouvelle recrue, hein. Et il progresse pas vraiment. Attends, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Mais, et tu sais, le truc qui m'a étonné le plus, c'est que le fait de commencer avec le Tomba, c'est un choix de Favre. Ça a été un choix de Favre. Et donc, tu avais Attal. Normalement, Attal, il était prévu pour rentrer. Et il y avait une question qui se posait sur le côté gauche, où ça devait être Barre et Lotomba. Et, et au final, donc, tu vois Lotomba à droite, Barre à gauche. Donc, après, j'ai posé mes petites questions. Mais ça a été un choix de Favre de mettre Lotomba. Pourquoi ce choix, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été un choix de Favre. il y a Nono qui nous précise qu'effectivement Lotomba joue à gauche en sélection. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué à gauche, il a toujours été très intéressant. Après, on l'a pris pour jouer à gauche, hein, à la base. Hein. Ah, ça, je me La souviens première pas, année tu où il vois. signe, on le prend pour jouer à gauche. Ouais. Et ouais. Première année où il signe, on l'avait pris pour jouer à gauche. Bah, vous mettez Je crois Lotomba que- à gauche en concurrence de Melvin Bard et vous allez chercher Gilbert à Aston Villa qui joue pas, ce sera pas cher, c'est 5 millions. Mais tu sais quoi? Moi, j'y pensais Ouais. parce que je crois qu'il fait 2 saisons au Racing. Je crois qu'il est Une prêté. saison et demie en fait. Une saison et demie, voilà, c'est ça. Parce que c'était la période où on parlait de Klose, etc. du côté de Nice. Bon, finalement, il a signé à l'Olympique de Marseille, pas de commentaire là-dessus. Mais Gilbert, franchement, sur le papier, c'est peut-être moins flashy, c'est moins clinquant. Mais il avait été, je me souviens, le match qu'on fait chez vous. Il délivrait centre sur centre. Je crois que c'était l'un des plus gros centreurs du championnat. Le gros Et- centreur du championnat et c'est pas parce qu'il est passé par Strasbourg que je le dis. Je pense que si on accepte Klose en latéral droit français à l'heure actuelle, je pense que vu le désert qu'il y a, je parle même pas, on va même pas parler de Dubois qui a été accueilli comme une star à Galatasaray. Je comprends même pas pourquoi il regarde pas les matchs, c'est pas possible. Gilbert est le meilleur latéral droit français derrière Klose. Franchement, nous à Strasbourg, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on avait la possibilité d'un mec qui. C'est un mec de club en plus, alors c'est un gros râleur. Il est peut-être pas facile à gérer, mais je pense qu'un entraîneur comme Favre, il en a vu d'autres. Un mec comme Gilbert à Nice, moi franchement, si vous pouvez le sortir de sa merde, parce qu'il ne viendra pas chez nous. Hein. On a Carole Filin, un Polonais qui est blessé, on a Pierre Gabriel, on a Dagba, on a 3 latéraux droits, on a Senaya qui va être prêté à Rodez ou à. Ouais, je crois que c'est à Rodez. Un jeune du centre. Gilbert, c'est fini, il ne viendra plus chez nous. Donc, je préfère le voir chez vous à Nice plutôt que s'entraîner avec les U23 d'Aston Villa. Effectivement, tant qu'à faire, autant le récupérer. Après, bon. Et c'est pas cher, c'est 4 millions. Après, il jouait dans une défense à 5. Le registre n'est Ouais. pas le même chez nous. Donc, c'est pas pareil. Oui, bon, après, Aston Villa, il joue dans une défense à 4. Enfin, quand il joue. C'est vrai. Messieurs, on va passer au quiz. Si vous le voulez bien, peut-être un petit mot avant les Niçois, Jérémy et Romain, sur le match de demain soir. Au-delà de l'aspect, on va dire, compliqué lié à la diffusion, là, je vous questionne vraiment sur le sportif. Demain soir, 19h, Maccabi Tel Aviv, OGC Nice, match aller du barrage de Conference League. Qualification obligatoire, là-dessus on est d'accord. Jurisprudence Limassol, on est d'accord aussi. Qu'est-ce que vous voyez les gars demain soir?
Moi, j'espère que. Bon, on en parlait tout à l'heure en off, et c'est vrai que, comme on disait, c'est vrai que si tu as peur de perdre ce match-là, tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin en Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que moi, je garde, surtout après le match qu'on a vu dimanche, comment dire, je garde quand même de l'optimisme parce que je sais qu'on est meilleur. Normalement, sur le papier, on doit aller là-bas, on doit gagner. Et même chez nous, on doit gagner les deux matchs et en faire une formalité normalement. Mais ça reste quand même un club qui, comme on en parlait avec Kylian Normantinissa, qui connaît la Coupe d'Europe. Donc il faut faire attention. C'est toujours des clubs, des matchs qui sont un petit peu piégeux, il faut faire attention. Comme on l'a vu avec Limassol, on aurait dû gagner aussi contre Limassol et au final, on perd 2-0 chez eux à l'époque. Donc moi, je suis enfin, je suis entre l'optimisme, mais quand même un tout petit peu d'inquiétude parce que je sais très bien que, bon, on est capable du pire aussi et on est capable de faire un très mauvais match là-bas. Après, normalement, voilà, on doit gagner. Donc moi, j'espère que demain soir, ça se passera très bien. On a ce qu'il faut pour. On peut faire un match sérieux. Ils ont un de leurs joueurs importants qui est suspendu en Mhm. plus. Donc, essayons d'en profiter. Et je pense qu'il faut vraiment que les joueurs aillent là-bas vraiment en ayant vraiment envie de gagner, mettre de l'intensité dans le match, surtout, c'est très important. Faudra pas se laisser rentrer dedans parce que je pense qu'ils vont essayer de mettre de l'intensité de leur côté et ils vont essayer de jouer avec leurs armes et de tout donner. Donc il faudra que nous aussi on donne tout pour avoir le maximum de chances de passer. Romain, un match que tu dois jouer à C'est- 100% et où tu dois être, on va dire, un minimum consistant au cours du match. Mm. Ah ben là, il faudra être à 100% et il faudra rentrer sur le terrain en mode guerrier, hein, parce que là, dans le stade, tu as, je crois, 29 ou 30 000 bonhommes hein, qui t'attendent, Ouais, hein. ouais. Et puis À guichet l'ambiance fermé. À guichet en fermé, Israël, apparemment. guichet fermé, bon, ah, voilà. Donc, et l'ambiance là-bas, voilà. Enfin, moi, je la connais pas personnellement parce que j'ai jamais fait de stade là-bas. Mais quand tu vois deux, trois vidéos sur les ambiances de ce genre de pays, je te dis que là, va falloir qu'il y ait 11 guerriers. Et Mm. si on peut les éteindre assez rapidement, c'est que mieux. Parce que si tu commences à leur donner un peu de désespoir, à avoir quelques occasions et tout, le public il va s'enflammer, ça va les pousser. Enfin bref, on connaît l'histoire, hein. Donc, bien sûr que sur le papier, normalement, bah voilà, on devrait être favori. Maintenant, attention, c'est pas gagné. Et pour moi, de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, déjà, si on arrive à choper un match nul, moi, je suis pas mécontent, tu vois. Et après, de faire le taf à la maison. Mais après, voilà, moi, je vois un match nul là-bas et la victoire à la maison. Mais après, je vois pas du tout un coup comme Limassol où on passe à travers. Cette année, on a quand même quelques joueurs ben voilà, qui connaissent les grosses ambiances comme les Mina, comme Dante. Delors, bon, il connaît pas la Coupe d'Europe, mais Lutmer, il est frappé dans sa tête. Donc, lui, d'après moi, ça va plus le booster qu'autre chose. Mais voilà, après, il faudra être présent, il faudra être là et il faudra les poser sur la table pour passer, quoi. Cyril, de l'extérieur, bon, euh, toi, tu en penses quoi Euh, je- j'ai envie de croire que, en tant que club français, tu seras derrière l'OGC Nice, Cyril, demain soir. Ouais, ouais, alors parce que le seul club français que je ne soutiens pas en Coupe d'Europe, c'est le PSG, ne me demandez pas pourquoi. Non, en vrai, je pense que c'est important pour le football français que l'OGC Nice atteigne, même si c'est que la Conférence League. Romain, tu le disais tout à l'heure, c'est pas la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, mais ça reste une Coupe d'Europe. Les matchs, il faut les jouer. C'est important pour le football français, c'est aussi important pour le projet d'Ineos. Parce que si Nice, on parlait tout à l'heure de fair play financier, il faut se qualifier régulièrement pour l'OGC Nice en Coupe d'Europe et avoir des rentrées d'argent pour pouvoir justement avoir des mercatos plus conséquents. Ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, sur le papier,
Je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Maintenant, le papier, ce n'est pas la réalité du terrain. Il y a effectivement, nous, avec Strasbourg, on a joué contre le Maccabi Haïfa il y a quelques années. C'était une ambiance en Israël, en Grèce. On a toujours des ambiances un peu chaudes. C'est pas 11 contre 11, hein, c'est 11 contre 13. L'arbitre, il va peut-être aussi avoir un peu la pression. Donc, du coup, s'il y a des actions litigieuses, il n'osera peut-être pas siffler. Je pense que l'important, c'est surtout de ne pas perdre. Parce qu'ensuite, le travail, il faudra le finir chez vous, à l'Alliance Riviera. On sait comment ça peut se passer dans ce genre de cas. Sur le papier, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et vous avez aussi un Kasper Schmeichel qui a maintenant l'habitude de ces genres de rendez-vous, un Aaron Ramsey qui a l'habitude de ces rendez-vous. Et c'est pour ça que le mercato niçois, j'en reviens, il a été fait un peu dans ce sens-là. Maintenant, ça reste le papier. Sur le papier, le match, il va falloir le jouer. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Donc même si vous en marquez 1, 2, derrière, ça ne veut pas dire que c'est fait. Et puis, effectivement, match à guichet fermé à Tel Aviv, malheureusement, ce ne sera pas forcément. Il faut surtout gagner, je pense, à l'extérieur parce que malheureusement, à l'Alliance Riviera, le public ne répond pas toujours présent. Ce ne sera pas la même ambiance. Alors, justement, 2 informations. La première, donc tout le monde est du déplacement en Israël, hormis Hicham Boudaoui et Kasper Dolberg. Et la deuxième, c'est que le club a mis en place un tarif préférentiel pour les abonnés pour le retour du 25 août prochain. Avec aussi le retour de la pop, si je ne dis pas de bêtises, à l'Alliance la semaine prochaine, qui permettra, on l'espère, d'avoir une ambiance des grands soirs, une ambiance européenne. Messieurs, on va clôturer cette émission avec le quiz. Donc 5 petites questions qui mêlent justement les 2 clubs au travers de joueurs, au travers d'éléments liés au match, notamment. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez révisé surtout? C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Ok. En freestyle. En freestyle, d'accord. C'est rassurant. Attends, par contre, on met les règles pour savoir quand on répond, là. Et on donne d'abord le prénom et après on donne la réponse. Ça commence à chipoter. Alors... Non, voilà, si je dois répondre en premier, je dis Romain. Je dis pas la réponse en premier, tu vois. Ce qu'on va faire, parce que là, il n'y a pas de décalage son. Ce que je vous propose, c'est vous dégainer la réponse lorsque vous l'avez. Et puis, moi, je me débrouille à la prod, on va dire, pour déterminer qui c'est qui a donné la réponse en premier. Au pire, s'il y a un scandale à la VAR. Voilà. On connaît la VAR, notamment avec Madame Frappard, Stéphanie de son prénom. Première question, messieurs. On cherche un joueur. Je vais vous donner donc ces clubs dans l'ordre. Strasbourg, il a fait 2 prêts à Istres et à Valence. Nice, Panathinaikos, Sochaux, Ajaccio. Kanté. Cédric Kanté pour Romain. C'est beau. On est pas mal. Qui formait une charnière centrale avec Vincent Ognon de mémoire. Je suis invaincu dans les quiz de Pancho. Ah bon? Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Je comprends Kanté qui est sommelier maintenant Ah oui? à Strasbourg et qui vend du vin. Et c'est un super gars. Voilà. Si on se base uniquement sur les cartons jaunes, donnez-moi le score de ce match. 4-0 pour Strasbourg. Non, 4-1 pour Strasbourg. 4-1 pour Jérémy. Parce que Rosario en prend 1 à la fin. C'est peut-être d'ailleurs c'est peut-être la seule chose qui fait du match de mémoire. Messieurs, Gamero égalise dans ce match. Là, c'est pas de la rapidité. À combien s'élève son compteur but en Ligue 1? On évite de regarder le chat parce qu'il est possible qu'il y ait de la tricherie. Donc là, écoutez, moi je vous dis simplement quelque chose pour vous aiguiller. On est à moins de 100. 98. Je dirais 87. 87 pour Romain, 98 pour Cyril. 92. Romain, on est quasiment sur un compte juste. Il s'agissait de 88. Solide, hein. Solide sur ses appuis, Romain. Ouais. Je le voyais pas pour le descendre, sinon on aurait entendu parler. Juste. Ah oui, je pense effectivement qu'on en aurait entendu parler. On cherche un autre joueur pour la 4e question, messieurs. Formé à Strasbourg, au GC Nice, prêt à l'Estac de Troyes et à Cosenza Calcio en série B. Et là, il a signé à Lyon.
Issam Sako. Il a Mais signé. il est parti chercher du temps de jeu à Nice qu'il n'a jamais trouvé malheureusement. Par contre, je crois pas qu'il soit formé à Strasbourg. Alors, Il est arrivé à Strasbourg en national, mais il est formé Alors, à il a un parcours Sarcelles. de formation. En tout cas, il a fait une partie, il a fait une partie à Strasbourg. Peut-être que c'est une préformation, Ouais. mais en tout cas, voilà les informations que j'ai. Ouais, Issam Sako. Quel Issam gâchis. Sako, qui est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux ayant joué à l'OGC Nice. Fin de la blague. Dernière question, messieurs. Hmm. Quel est l'entraîneur qui a lancé Morgan Schneiderlin en Ligue 1? Jackie Duguay-Perrault. Oh Non, putain, j'allais le dire. non, Ah, tant mieux. c'est pas les, c'est pas ça. Je suis désolé. C'était en C'est 2006. pas... Alors c'était Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin pour Cyril. Pas mal du tout. On est sur, Heureusement. on est sur une égalité parfaite, messieurs. Naturellement, j'ai prévu une question en rab. On est sur une finale Romain-Cyril. Je suis désolé, Jérémy, mais tu peux participer dans ta tête, mais tu ne pourras pas répondre. On reste sur Kevin Gamero. Dans quel club a-t-il le plus marqué dans sa carrière? Valence. Strasbourg. 86 buts. Séville. Séville. Il a joué au PSG, Romain. Je suis désolé, hein. Elle est moche. Ah ouais, c'est vrai. Eh oui, il a joué au PSG. Ah ouais. Il a pas tant marqué que ça à Strasbourg, hein. Non, pas trop. Eh ouais, non, Mais il a mais pas fait longtemps à j'avais oublié Strasbourg, son hein. Il a passage au fait, PSG. Il y a, Il a FC fait il y a- 2 ans à il y a le Strasbourg. FC Lorient aussi, Nono qui dit dans le chat, c'est assez juste. Donc non, il s'agit du FC. Strasbourg, Lorient, C'est vrai, c'est Paris, vrai. Séville, Valence, Atlético et retour à Strasbourg. Voilà, exactement. Sur cette victoire strasbourgeoise, bon, on est comme ça, hein. Cyril, on est comme ça, on sait accueillir Savez recevoir. on sait accueillir, on sait recevoir. Messieurs, un grand merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir accepté donc mon invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, sachez que moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment. Donc, j'espère que ça a été partagé. Merci également au chat présent au cours de cette émission. Merci à tous les trois. Et puis, écoutez, on Merci se à toi. retrouve pas la semaine prochaine parce que vacances obligent, mais on se retrouvera très vite pour eh bien, un nouveau live sur Twitch ou sur d'autres médias ou d'autres plateformes, notamment demain soir. On vous en parlera plus en détail. D'ici là, passez une très bonne soirée et Issa Nissa.